On est avec Nadia Ross, Colin Boudria et Élim Gilbert et on explore le camping. On parle de camping ici. Le camping a commencé dans des temps prospecteurs avec du café dégueulasse et puis du linge en laine constamment mouillé. On a évolué tranquillement vers les fifth wheels et éventuellement vers le glamping. Alors, pour ou contre le camping? C'est super... Pour dans l'absolu, contre pour moi dans le camping hyper sauvage. Oh, OK. Juste parce que j'aime pas ça, c'est un goût personnel. Mais... T'aimes pas ça? T'aimes pas le camping sauvage? Mais j'ai rien contre. En fait, idéologiquement, j'adore ça. J'aime juste pas le vivre. Mais sur papier, j'ai rien contre. C'est quoi, c'est les moustiques? Non, je sais pas. C'est le manque de confort de pourquoi est-ce que je m'inflige quelque chose que tout le reste de ma vie, puis toute la civilisation a essayé d'éviter depuis des milliers d'années. Tellement vrai. OK, c'est bon. Pour ou contre le camping? Bien, le camping en tente et vraiment sur le sol, là, pour moi, c'est associé à l'aventure. Si je pars pour marcher pendant 4-5 jours, no problemo. OK. Par contre, quand je veux visiter du territoire, je trouve qu'en van, c'est parfait. T'es bien, t'arrives le soir, c'est pas mouillé. Oui, en plus... Tu traînes pas ta maison sur ton dos, surtout. On encourage l'économie locale. Ah, tout à fait. Ouais, on prend le temps de s'acheter des produits locaux en plus. C'est bon. Pour ou contre le camping? 100% pour. À mon avis, moi, je suis un gars de bois qui a dormi probablement plus souvent dans le bois que dans mon lit à un certain âge. Fait que, non, j'exagère, mais c'est quelque chose que pour moi, c'est comme un autre stade de compréhension de la nature quand tu vas dans le bois avec tes enfants. Puis tu sais, je le fais avec camping d'hiver en dessous de 3-4 branches de sapin. Puis go, on dort tous dans le même sleeping bag. Wow! Puis pour moi, ça, c'est des moments où en famille ou en couple ou même seul à regarder la nature, c'est des moments qui ils peuvent pas s'éteindre dans une mémoire. Fait que ça... pour le camping. Oui. Alors, aujourd'hui, on a des invités qui ont tous une relation avec le camping d'une certaine façon, mais en particulier, peut-être commencer avec toi, Nadia, qui aime tellement le plein air et le camping, qui en a fait une business. Tu es maintenant multimilliardaire grâce à cette business, d'ailleurs. Vraiment. Si on compte en sous, oui. En sous, t'as plein de sous noirs. Non, mais pourquoi tu t'as décidé un matin, tu t'as dit, OK, là, j'aime assez ça pour me lancer là-dedans? Ben moi, ça commence en 96, cette idée-là. OK. Étonnamment, j'ai fait le tour du Mexique dans un Renault 18 Sportwagon avec du shag, pas turquoise, magenta. Wow! Et puis, j'étais avec mon mari, avec qui je suis toujours aujourd'hui. Ça a été notre premier voyage. On baissait les bancs en arrière, on dormait, on remontait les bancs, puis on mettait les bagages en arrière. Avec notre chat, je tiens à le préciser. Et tu as vécu la van life avant que ce soit quelque chose, en fait. Oui, c'est un char life. Là. OK, c'est bon. Mais c'est ça, on a vraiment trippé. Puis tout le long, on se promenait au Mexique, puis on voyait les Volkswagen étaient encore faits sur les vieux modèles au Mexique à l'époque. Il y avait encore les vieux Westphalia qui étaient avec la belle forme ronde, mais qui sortaient de l'usine parce qu'il y avait l'usine mexicaine qui produisait encore les Beatles puis les vieux Westphalia. Puis on se disait, on devrait en amener au Québec puis instaurer ça. Ça nous trottait dans la tête tout le temps. Puis bon, ben la vie nous a amenés ailleurs. On a plutôt switché vers la voile. On a voyagé en voilier un peu plus. Et puis, pas en 96, mais en 2016, hey, ça, c'est 20 ans plus tard. Ouais, 20 ans plus tard, on est allé en Islande. Puis on a fait un voyage, justement, en van avec les enfants, le tour de l'Islande. Puis en revenant du tour de l'Islande, je me suis dit, mais pourquoi on fait pas le tour de la Gaspésie comme ça? À part les glaciers puis les volcans, ça se ressemble, l'Islande et la Gaspésie. Là. C'est pareil. Oui, là. c'est pareil. L'année suivante, j'ai commencé à développer mon projet. Puis je me suis dit, il faut que ça soit petit pour que ça soit économique et écologique. C'était ça ma ligne directrice. C'est pour ça que j'ai appelé ça Rikiki Camper. C'est tout petit. OK, c'est bon.
Est-ce que tu as l'impression que la demande est à la hauteur de tes attentes? Moi, j'ai l'impression, en tant qu'observateur, parce que j'ai pas vécu la van life encore, qu'avec tout cet engouement-là, puis les Instagram, tout ça, qu'il y a une grosse popularité. Est-ce que c'est le cas ou... Oui, il y a vraiment beaucoup de monde qui croit que la van life, c'est quelque chose de simple et très accessible et que ça va être la liberté. Ah, oh, il y a des petits bémols. Bien, j'ai un gros bémol par rapport à ça parce que ce qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux, c'est une vie idéalisée. Mais la vie en van life, c'est vraiment pas toujours simple. On est dans des espaces très restreints, fait que c'est pas vrai qu'on traîne un paddleboard, un kayak, puis 14 maillots de bain. C'est très minimaliste. Et c'est plus un trip d'aventurier, je dirais, si on part dans une petite van, même dans un ProMaster pour vivre là-dedans, ça prend quand même... Il faut faire des choix. Mais l'idée de faire Rikiki, c'est de dire, essayez-le avant de partir là-dedans. Essayez ce mode de vie-là si c'est vraiment à vous, parce que ça a l'air vraiment le fun. Mais peut-être, c'est pas pour tout le monde, là. OK. C'est pas juste du camping, c'est du road trip, là. OK. On sait que les parcs nationaux ont commencé à faire une offre qu'on appelle un peu glamping, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre l'hébergement plus luxueux, plus confortable et une tente. Toi, de ton côté, tu offres un hébergement qui est assez particulier. Oui, effectivement. Par contre, moi, j'avais aucune idée que le glamping existait, même le mot, avant de le faire. Je l'ai lu dans le journal en lisant nos articles. Fait que ça, c'était... Quand tu apprends dans le journal ce que tu fais, c'est toujours bon. C'est excellent. Parle-moi de ton projet global là, pour qu'on en sache plus, puis après... Bien, le projet global, c'est que nous, on possède un immense terrain magnifique qui est en bordure du fleuve avec des montagnes, plein d'arbres, petits ruisseaux, tout ça. Puis, dans une société où personnellement, je trouve que la propriété terrienne est surestimée, surévaluée, où ce qu'on n'a plus accès aux beaux endroits de chez les gens. En fait, on met toute une pancarte propriété privée puis ils passent plus chez nous. Nous, on n'a pas envie de ça. On a envie justement de partager ce terrain-là. Il est justement, comme je disais, immense, puis vraiment beau. Puis pourquoi pas le faire profiter à le plus de monde possible. Fait que... À la base, on a aussi instigé un cirque qui a fait amener du monde, mais c'était encore là très spécifique comme endroit. On voulait offrir un peu plus grand sur le terrain. C'était une idée qui parlait depuis longtemps, là, qu'on se disait faire 2-3 petits hébergements en forêt. Puis avec du temps, vu que le cirque ne fonctionnait pas, avec le temps, ça permet aux idées de continuer à germer, puis finalement de dire go, on le fait. Puis on s'est associé avec une compagnie qui avait beaucoup d'idées de conception, mais les avait jamais réalisées. Fait que là, un ami d'enfance, un soir, on se dit, on a envie de le faire, t'embarques-tu? Oui. Fait que avec cette personne-là, Alex, mon très bon ami, il a construit toutes les petites cabanes, là, puis il a fait plein de dessins, puis on a parlé. Puis moi, j'ai le côté circassien, aérien, où je suis bien à l'aise avec ça. Lui, il a très peur des hauteurs, puis sauf qu'il est bien habile avec le bois. OK. Fait que les deux mis ensemble, on a fait ce qu'on a appelé les perchoirs. Puis... dans le fond, il faut dire que toi, ton expérience... au départ, c'était l'expérience de cirque. Exact. Tu étais, je pense, au Cirque du Soleil au départ. Puis tout ça a évolué vers le fait que tu voulais t'établir dans le Kamouraska. Fait que tu as parti ta business de cirque au départ. L'idée, c'était de partir le cirque. Ou tu as toujours eu cette idée-là de joindre l'hébergement éventuellement là-dedans? Ça a toujours été une option, une pensée. C'était surtout le cirque à la base. Moi, j'étais un gars de campagne, j'ai été élevé dans le bois, pas d'électricité. Puis moi, j'étais un gars du bois. Fait que, tu sais, le camping, être dans la nature, ça fait partie de ma vie. Puis comme tu le disais, j'ai passé 10 ans en tournée avec le Cirque du Soleil dans toutes les plus grosses villes du monde. J'avais besoin de revenir en campagne. Puis, sauf que le cirque, il est toujours là à moi et la nature aussi. Fait que si je peux pas aller en ville travailler, ou j'en ai pas envie, on va amener le cirque en campagne
puis on va amener le monde dedans. Maintenant, les perchoirs, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les perchoirs, dans le fond, eau, électricité... Non, c'est ça. On a voulu garder, un peu comme Nadia, pour nous, c'était très important d'aller dans la forêt et non de s'amener dans la forêt. Dans le sens, on veut que les gens se sentent, puis on veut que la forêt reste intacte. Fait qu'on a fait les petits sentiers pour s'y rendre. Ils ont différemment, on en a 5 présentement. On a de 5 minutes à 20 minutes de marche d'approche, puis on a laissé les éléments naturels le plus intouchés possible. Donc, tu te rends dans ton petit sentier. S'il y a une roche, il faut que tu marches par-dessus la roche. Puis, les constructions ont été faites en atelier et déplacées par hélicoptère, ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'empreinte de la forêt, il n'y en a pratiquement pas. Donc, l'hélicoptère, elle met ça là. Tu n'as pas travaillé pendant 3 semaines, 1 mois à construire ton hébergement. Puis c'est des structures grosses comment? C'est l'air d'une yourte? Ça n'a pas vraiment de l'air d'une yourte. Ils ont tous des formes différentes, mais sont tous un peu arrondis, un peu... Il y en a suspendus, il y en a accrochés sur la paroi, il y en a déposés accrochés sur la paroi. Ça doit coûter cher d'assurance, ça. Ils vont mettre des touristes dans une bulle en bois accrochée après une paroi, non, je sais pas. Bien, il y a une compagnie qui a voulu être bien gentille avec nous, puis on va la recommander à tous les autres. Mais il faut faire beaucoup de téléphones pour trouver le bon assureur. C'est clair. Cela étant dit, tantôt, on a parlé de camping, puis moi, je suis contente de savoir que je suis pas tout seul à faire du gros camping sauvage sale, parce que tu me disais que tu as abondamment fait du camping à Belle-Étoile, à terre, dans boîte, tout le kit. Ce qui est ton cas aussi. Ce qui est absolument pas mon cas. Mais j'ai fait du vrai... non. J'ai fait beaucoup de camping quand j'étais jeune, parce que mes parents aiment beaucoup ça, du camping de tente, là, pas en van ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça m'a donné peut-être un mauvais pli de... on me forçait à le faire, fait que j'ai jamais développé de passion pour le faire, parce que je le faisais pas par moi-même, tu sais. Ouais. Comme un livre qu'on te force à lire à l'école que t'aurais adoré si tu l'avais lu par toi-même 5 ans plus tard, mais que t'as haï ça parce que c'était contraint. Ouais. Fait que oui, moi, le camping de tente, ça m'intéresse plus du tout. C'est quelque chose que je fais absolument pas en général. Mais les trucs de van, moi, l'été dernier, c'était vraiment un projet de pandémie, mais avec ma copine, on a acheté un minibus, un ancien autobus de transport adapté, qu'on est en train de transformer, qu'on a utilisé l'été dernier, même s'il était pas du tout prêt. Mais on était allé sur les terrains de la Couronne, un peu en Ontario. C'est des terrains que j'avais jamais entendu parler, mais c'est des terrains qui appartiennent à la reine, techniquement, puis qui sont ouverts à tout le monde. On peut rester là jusqu'à plusieurs mois. Fait que oui, ça c'est le genre de truc que j'aime vraiment beaucoup, mais je veux juste pas dormir à terre. Je pense que c'est ça. L'air est pollué, je sens. Goûte pas bon. Le camping, là, ça a été popularisé en 1927. Les gens, ils voulaient s'échapper des villes parce que l'air était trop pollué. Déjà en 1927. Imagine aujourd'hui, là. J'aime ça une fois de temps en temps, là, mettre ma tarp dans mon hatchback. Décoller à l'aventure, tu comprends? Ça prend de l'équipement, par exemple, faire du camping. Là. Ça prend une tente, ça prend un sac à couchage, ça prend un cooler. Pour ton cooler, il faut que ça prenne de la glace. Un système pour ta musique. Des fois, les tables de pique-nique sont fournies, des fois non. Et s'il y a de l'eau, t'as besoin d'un kayak, un canot. T'as besoin des bons souliers, un coat, une casquette, un maillot de bain. Je suis rendu sur ma 3e main. Crème solaire, cancer de la peau, tu sais. Ton char pour te rendre, parce qu'on s'entend que t'as une tente, puis un coat, puis là, t'as besoin de tout ton linge de tes culottes courtes. Pas juste des culottes courtes, là. T'as un bout de culotte, tu dézippes, là, c'est rendu des culottes courtes. Il y a comme 1000 poches. T'as besoin d'un canif. Au cas où que faut que tu te battes, faut que tu fasses des pièges autour de ce que t'es, parce que tu veux pas que personne vole ton stuff. Tu veux pas qu'un raton laveur il vienne puis il se mette à fouiller dans tes valises, il touche toutes tes affaires. Moi, j'ai plié mon linge comme il faut, là, puis tu vas pas venir déplier mes affaires. Bref, c'est quand même capoté que faut que t'apportes tout ton stock de chez vous pour aller vivre dans le dehors. T'sais, on n'a pas assez tout ce temps-là à construire des maisons, des appartements, des affaires pour être confortable. Puis là, on s'en va se coucher dehors sur le parterre. On prend nos vacances là où il y a des ours, parce que c'est là qu'ils vivent, des bois. J'avoue que les ours, je trouve ça stressant. C'est le fun, parce que tu vois la nature, tu peux identifier les sortes de rivières. Il y a des ruisseaux, c'est plus petit. Rivières, c'est plus large. Et tu peux voir toutes les sortes d'arbres bruns. Il y a des arbres blancs. Puis les feuilles sont
ils changent de couleur à l'automne. Tu peux rien voir ça si tu vas dans la nature, tu sais. Ceux qui connaissent la nature, ils savent que les feuilles changent de couleur. Faut toutes sortes d'or à l'automne, c'est capoté. Il fait plus frais, mais ça vaut la peine. Là, on rentre dans quelque chose qui est nouveau à notre époque, puis c'est la réalisation de la destruction que les humains apportent, même avec beaucoup de précautions, de l'environnement dans lequel ils veulent s'évader et puis ne plus avoir de responsabilité et puis penser à rien. Finalement, le voyage, c'est mal. Vas-y. Nadia, tu vends du voyage, toi? Ben, je vends du voyage. Oui, moi, je tiens beaucoup à sensibiliser mes clients à l'importance de ne laisser aucune trace. D'aller sur les terres de la Reine ou des lieux qui sont gratuits et grâce à plein d'applications maintenant, je l'encourage, mais dans une mesure où il faut aussi, je crois, aller dans les campings réguliers pour faire rouler l'économie. Ou s'ils sauvent justement sur ces campings-là, bien, au moins aller manger local, aller acheter à l'épicerie, tout ça. Et, bon, on parlait d'environnement. Et surtout, s'ils vont à quelque part, de s'assurer qu'ils ont le droit d'être là, puis de tout ramasser. Il y a quand même des... Il y a des gens qui ont souillé des sites qui étaient sublimes, c'était bien caché, mais là, quand ça s'est su, c'est devenu des lieux complètement détruits. Et maintenant, on n'y a plus accès. Non, ça c'est fondamental dans l'Est du Québec parce que... il n'y avait pas beaucoup de monde avant, là. Non, puis c'était un des plaisirs. Même, je pense, moi, quand j'ai eu la chance de le faire, partir en Gaspésie, sur le pouce, déjà, ça se fait plus tant, mais... Puis de dormir d'une tente à la plage, de Cap-aux-Eaux... Je t'ai même encouragé, je veux dire, les gens étaient curieux. « Hey, tu viens d'où? » Puis, tu sais, c'était bien correct, mais avec ce qu'on a vécu dernièrement... je suis pas sûr que ça se fait encore. Je pense qu'il y a des lois maintenant. Puis, pas sûr que je serais super bien accueilli non plus. Je pense qu'il y a eu des dérives. Est-ce que tu sens que c'est opportun d'inclure ça comme une politique ou auprès de tes clients éventuellement, de dire, ben, écoutez, j'ai juste un briefing à vous faire parce que c'est quand même important. Je le fais depuis, depuis le début de la pandémie, parce qu'avant ça, c'était moins pire, là, mais quand il a commencé à avoir vraiment des dérives, moi, j'ai commencé vraiment à tenir un discours plus systématiquement lors de la prise de possession des véhicules sur l'importance de valider que l'endroit est permis, puis que chaque municipalité a des normes. Parfois, on peut aller se stationner à l'église, mais on laisse des sous. Il y a toutes sortes de mesures qui s'instaurent tranquillement, pas vite, parce que la van life, là, ça monte. Ça descendra pas avant un petit bout. Donc, moi, j'encourage aussi les municipalités à prendre position, à dire, nous, on les veut, les van life, mais on les veut là, puis on offre ça en échange. Est-ce que ça détruit pas un peu l'idée de la van life? C'est spécial. C'est parce que là, il n'y a plus vraiment de... faut vraiment commencer à penser à aller ailleurs que faire le tour de la Gaspésie. Là, le tour de la Gaspésie, c'est plein de monde. Aller sur les terres de la couronne de l'Ontario ou sur la Côte-Nord, là, on peut encore vivre ça, mais si on commence à aller s'installer sur des terrains des privés, à se faire un feu, à couper des arbres chez des gens qui prévoyaient faire de l'aménagement forestier. Oui, puis on va c'est pas correct. Puis à chier à terre aussi. Hein, le monde chie à terre. C'est sûr qu'il y a comme un... Ben ça, à la limite, je dirais, si tu t'éloignes assez loin puis que tu l'enterres, je veux dire, ça va faire du bon compost. Là. Mais si tu le fais dans l'entrée de quelqu'un ou si tu prends sa corde de bois parce qu'il n'est pas là puis pour te faire des feux... Il y a un respect qu'il faut avoir. Puis la Gaspésie, c'est pas toute sauvage avec personne qui habite là. Il y a des gens qui habitent en Gaspésie. Ouais. Il y a des gens qui arrivent avec l'idée que la Gaspésie, c'est vierge, puis on peut aller n'importe où. Même dans le parc de la Gaspésie, il y a des règles à respecter. La réserve aussi, la réserve Matane, la réserve Chic-Choc. Puis c'est tous des endroits fantastiques. Mais il suffit juste de s'informer. Puis la plupart du temps, les gens vont dire hey, « Regardez, installez-vous là, vous n'aurez pas de problème, ramassez vos affaires. » Puis on vit une belle expérience, puis ça peut rester la van life tripante qui sort des sentiers battus. En fait, mais je pense que les municipalités, elles aussi ont un rôle à jouer parce que les gens veulent aussi vivre une expérience de village social et compagnie. Il y a des festivals, il y a des shows, il y a tout ça, il y a plein d'affaires. Tu vas aller voir un show, un des spectacles à Pointe-Sèche. Bien, si, mettons, quelqu'un appelle Éline et dit « Hey, j'aimerais ça, mais j'aimerais ça dormir dans le stationnement après mon show »,
S'il le demande, je suis sûre qu'Elim va dire, ben c'est correct. S'il le fait, Pas puis te débarquer avec tes gros sabots. qui brise le site ou le banc serait beau pour faire un feu. Tu sais, ça n'a pas de sens. Mais je vous regarde vous deux, là. Le gaz n'est pas encore assez cher. Tu me dis que la Van Life va faire ça. Toi, ton autobus... Puis on l'a pas réutilisé depuis que ça a vraiment explosé, là, mais ça va vraiment... C'est sûr que ça va changer comment on va l'utiliser, puis on va sûrement faire beaucoup moins de routes, puis ce qui est ultimement une bonne chose aussi, là, juste pour l'environnement, mais on va sûrement faire beaucoup moins de routes puis se statcher pour des plus longues périodes à un endroit, tu sais. Moins bouger d'une place à l'autre. Mais oui, puis par rapport au côté, puis le paradoxe de tu vas être dans la nature, mais tu le détruis, c'est un truc qui marche au diesel aussi, là. Il y a un gros... il y a une grosse contradiction de tout ça, ouais. Je sais pas, j'ai pas de réponse parce que je me pose la question, mais oui, ça va coûter super cher puis on va se sentir mal tout le long. Mais c'est malade. C'est des belles vacances. C'est malade. Mais en ça, puis aller dans un hôtel qui aurait comme rasé tout un secteur. Ou entre ça puis prendre l'avion pour aller dans le sud. Il y a ça au moins par rapport, tantôt tu parlais de ça pour son entreprise. Son entreprise a fait que les gens prennent beaucoup de voitures, mais a fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont voyager au Québec plutôt qu'aller à l'extérieur, puis ça reste environnementalement beaucoup moins dommageable que prendre l'avion. S'ils n'achètent pas leur propre van. Je veux pas dire que ton projet n'a pas de sens, mais je veux dire, il y a des gens qui achètent des grosses vannes puis qui l'utilisent 2 semaines par année. Juste la fabrication d'une vanne, c'est très coûteux au niveau énergétique, là, qu'on se le dise. Là. S'il y a 2 millions de vannes qui dorment la moitié de l'année puis qui desservent 2 millions de personnes, c'est niaiseux, alors que moi, j'en ai 6 qui vont permettre à peut-être 300-400 personnes de voyager par année. Tu sais, il y a aussi ça, là, l'économie de cette énergie-là, en partageant. L'économie de partage, c'est ça. Mais c'est drôle parce que ça me ramène à ce que moi me fait triper, l'expérience de la nature. Pure, brutale même, d'essayer de revenir à une base qui est extrêmement sauvage. On vit dans... nous, l'humain, on se croit supérieur à tout ce qui se passe sur la Terre, j'ai l'impression. Puis on est prêt à détruire tout ce qui nous alentoure pour notre confort personnel. Mais quand tu te retrouves en camping sous tes branches de sapin, tu te rends compte que finalement, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, la nature, de un, est pas mal mieux si on n'est pas là. Puis nous autres, on a oublié de la regarder pendant toutes ces années-là. Fait qu'il y en a de la vie qui se passe autour de nous autres. Il y en a des belles choses à regarder, mais on prend jamais le temps de le faire. Fait que je pense que la branche de sapin et son camping sont là pour ça. Mais comme tu dis, il y a toujours, à un moment donné, quelque chose qui dit, regarde, la personne qui va dormir là, elle vient de Montréal, elle retourne le lendemain. C'est-tu logique? Pas nécessairement. Ça fait-tu que cette personne-là, elle a passé du bon temps puis elle a profité quelque chose, puis elle a peut-être ouvert les yeux à faire d'autres choses ou à voir la vie différemment? Je pense que c'est plus vers cette optique-là qu'on garde l'idée là, de se dire il y a de l'espoir. J'aime ça terminer sur une note d'espoir. Je nous félicite de se flageller comme ça. Mais pour de vrai, merci beaucoup d'avoir participé à la discussion. C'était très éclairant sur le camping à votre niveau de respectif. Santé. Santé. Merci. Merci. Bon été de camping. Bon été. 1, 2, 3! Le camping, je t'imagine comme bizarre en camping. Je sais pas si t'aimes ça ou pas. J'adore le camping. Ah J'ai oui? fait du camping quand j'étais jeune avec ma famille, pas mal à tous les étés. On en a vécu beaucoup du camping, on a eu beaucoup d'anecdotes de camping et je me suis dit, probablement que je suis pas tout seul à avoir vécu des anecdotes particulières de camping. Facebook encore est venu à ma rescousse. J'ai demandé aux internautes c'était quoi leur anecdote la plus catastrophique de camping. Ça commence bien. Et j'en ai trouvé quelques-unes, des perles, mon cher Joe. Alors, on commence tout de suite avec, et là j'ai des noms, mais pas juste un prénom. Mais Émile m'a raconté que un jour en camping, il était avec sa copine, ils avaient laissé les portes du char ouvertes parce qu'ils faisaient le stock, ils avaient oublié de les fermer. Tard en soirée, à un moment donné, ils font leur feu, ils oublient de fermer les portes du char, ils vont pour se coucher, la blonde voit que les portes sont ouvertes, va fermer les portes, les ours. Ils ferment les portes et la copine remarque à l'intérieur de l'automobile, il y a un raton laveur. Oui. Ils ont enfermé un raton laveur dans la voiture.
Et là, ils ont réussi à ouvrir les portes, à essayer de chouer le raton laveur en dehors de la voiture et ils ont fini leur camping. L'histoire ne dit pas si le raton a fait ses besoins dans la voiture. Probablement. Mais Probablement. je sais pas combien de temps il est resté enfermé non plus, mais j'ai trouvé ça pas mal comique. Ensuite, il y a Sylvain qui nous raconte qu'à un moment donné, il est allé en voyage de camping, je pense que c'était en Italie, hors pays, vraiment là, ailleurs. Il est allé dans un camping sous un petit pont. Puis le petit pont s'est avéré être un corridor d'eau. Ah oui! De montagne. Ben oui. À ce moment-là, ils ne le savaient pas. Aïe aïe! Donc, ils sont installés, ont mis la tente en dessous du pont et l'eau s'est mise à couler allègrement durant la nuit parce qu'il y avait pluie. Et fait que là, ils ont fait « OK, on va tasser ». Fait qu'ils ont déménagé leur stock et il y avait un bar pas loin. Ils se sont mis sur la terrasse du bar. Ils se sont fait réveiller par la police, c'est le propriétaire du bar le lendemain matin. Ben oui, ben oui. Mais finalement, c'est avéré que le propriétaire du bar était super sympathique et c'était un coach de surf. Et leur ont donné des cours gratuits de surf toute la semaine. Genre d'affaires qui arrivent en camping. Là. En camping, le normal, là, où tu te ramasses à faire des cours de surf. On a une autre histoire de randonnée camping. Je sais pas si tu es fan de randonnée, si tu aimes le camping. Eux, ils ont décidé de faire une randonnée de 5 heures sur un mont et se ramasser en haut, monter la tente en haut, dormir là et redescendre le lendemain matin. Gabriel qui me raconte ça. Et lui, il plante la tente, ils s'en vont durant la soirée, profiter des étoiles, du haut du mont, reviennent à la tente, et il y a, il ne me niaise pas, des centaines d'araignées à longues pattes sur la toile de la tente en revenant, et la blonde de Gabriel est arachnophobe. Ben, qui l'est pas un peu. Oui, puis tu sais, je comprends une araignée, 2, 3 araignées, tu comprends un peu. Si des centaines d'araignées partout sur la toile, il y a des chances que tu dises, on avorte le projet. Ils ont descendu. Il était minuit. Oh. Ils ont descendu la randonnée au complet. Ils ont tout ramassé. Ils ont descendu. 5 heures à la frontale. 5 heures, bien sûr, un petit peu moins long pour descendre, mais quand même. Et finalement, ils sont revenus à peu près à 8 heures en bas quand c'est à la lame frontale. Et il a dit c'est un de mes plus beaux souvenirs de camping. Ils sont vraiment partis à l'aventure et ils ont vraiment trippé. C'était juste quelque chose de vraiment positif dans Il y a la des vie. gens qui aiment souffrir, genre beaucoup, là. Ouais. Mais écoute, si t'es capable de survivre à ça en couple, tu peux survivre pas mal à n'importe quoi. Ouais. Fait que props à Gabriel. Et finalement, là, ça c'est mon préféré. Là. Mon père, Michel, quand j'ai fait mon appel sur Facebook, mon père me racontait en commentaire qu'il était là en camping quand il était jeune, à peu près 10 ans, avec son père, et en fermant le capot de la voiture, pas le capot, mais la valise de la voiture, il y avait tout le matériel à l'intérieur, il était sur une halte, et la clé a brisé dans la valise du char. Et il me dit, ben, dans ce temps-là, les voitures de ce temps-là ne pouvaient pas s'ouvrir avec un mécanisme, il fallait que tu mettes la clé dedans. Fait qu'il a fallu... fait qu'il me dit juste ça. Fait que moi, je l'appelle plus tard, puis je lui ai dit, fait que oui, je pourrais savoir tout comment ça s'est résolu. Fait que il me dit, ben bon, on a fini par trouver, ouvrir la valise du char. Et là, il me dit, puis là, après ça, on était allé en camping, fait que, c'est cool, il continue de me raconter un peu l'aventure. Et là, il me dit que ce journée-là, il y a eu une tornade et qui était dans la tente et qui sont fait ramasser par la tornade. Ah oui? Dans la tente, toute la famille ensemble, les 5 dans la tornade, revolés. Et pas juste ça. La famille au complet dans la tornade, fait qu'ils ont dit on va louer une hutte pour pouvoir, tu sais, ils sortent, ils laissent le stock là parce que c'est bien trop, c'est un ouragan, ils s'en vont. Puis ils se rendent dans la hutte qu'ils ont louée. Et à un moment donné, ils se regardent, puis il manque quelqu'un. Ils ont oublié ma tante. Qui était? Dans la tente. Ta tante dans la tente. Qui s'était cogné la tête sur le poteau de la tente puis qui s'était évanoui dans la tente. Mon Dieu. Ils sont allés la chercher. Mon Dieu. Qui avait oublié dehors. Et là, garde en tête que lui, ce qu'il a cru bon de me dire dans le statut Facebook, c'était... Ben, j'avais fermé le stock de camping dans le char avec les clés qui... Fait qu'il m'avait pas raconté la... Non, une fois, la clé était restée pognée dans le char. C'est ça. That's it. Il a oublié de me dire qu'il y avait une tornade puis qu'il avait oublié ma tante dans la tente. Ça fait des anecdotes de camping quand même assez savoureuses. Je te remercie. Je vais plus manger mes marshmallows de la même façon auprès du feu. Moi non plus. Faut que j'ai vraiment bien.